Allons-y franco sur l'Iran et cette vague de contestation réprimée dans le sang. Les mollahs ont encore une fois choisi la manière forte. Ils ont aussi réussi à mettre en place un blackout numérique inédit. Difficile donc de savoir ce qui se passe dans le pays. Donald Trump, vous le savez, avait menacé d'intervenir avant de se raviser. Condamner ou intervenir? On en débat avec mes invités. Bonsoir Frédéric Arnaud. Bonsoir. Correspondant de Radio-Canada en France. Vous signez C'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé aux éditions Québec-Amérique. Autre habitué d'AIF, d'Allons-y Franco, André Crétenant, bonsoir. Bonsoir. Journaliste suisse, auteur de la newsletter Un Monde Nouveau et aussi ancien directeur de l'information de TV5 Monde. Avec nous, Sebide Farsi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-iranienne, réalisatrice. Put Your Soul on Your Hand and Work, c'est votre dernier documentaire consacré à Gaza. Et cette révolution iranienne est suivie de près dans le monde entier et plus encore dans la région. Bonsoir Anthony Samrani, vous êtes rédacteur en chef adjoint de L'Orient le Jour. On vous retrouve en direct de Beyrouth. Merci à vous quatre d'être avec nous. Voici les dernières images qui nous sont parvenues d'Iran, avec la volonté de montrer que le régime iranien a repris le contrôle. Donc on voit ici ce déploiement des gardiens de la révolution islamique venus participer à une cérémonie. C'était le 11 janvier à Ourmia. Et de l'autre côté, ce retour au calme, semble-t-il, à Téhéran. Téhéran, où on retrouve en direct notre correspondant, Siavosh Ghazi. Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Alors cet après-midi et ce soir, je me suis rendu dans plusieurs quartiers de la capitale et interrogé également des habitants d'autres quartiers. La situation est plutôt calme dans la capitale iranienne, avec une présence policière moins importante que jeudi soir, par exemple. Aujourd'hui, pour la première fois, un bilan a été publié par les médias officiels. Selon l'agence Tasnim, qui est proche des gardiens de la Révolution, 3000 personnes ont été arrêtées. Ces personnes sont présentées par Tasnim comme des membres de groupes terroristes ou de gens ayant participé à des troubles. On ne sait pas si ces chiffres concernent seulement Téhéran ou bien l'ensemble du pays, mais encore aujourd'hui, d'autres médias officiels ont annoncé de nouvelles arrestations à travers l'Iran, des personnes qualifiées là encore de groupes terroristes ou d'avoir participé à l'incendie de bâtiments publics ou encore de mosquées. Et les organisations des droits de l'homme basées à l'étranger donnent bien évidemment des chiffres plus élevés en ce qui concerne les arrestations. En revanche, côté officiel iranien, jusqu'à maintenant, aucun chiffre n'a été publié sur le nombre des morts et des blessés qui sont très importants, notamment à Téhéran, à Karaj ou encore à Rasht, dans le nord du pays, entre autres villes. Par ailleurs, la télévision d'État a diffusé des aveux de manifestants arrêtés. On peut bien sûr imaginer dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus. Dans un cas, par exemple, on voit une femme de dos assise devant le chef de l'autorité judiciaire qui l'interroge. Il y a aussi d'autres personnes dans la salle. Elle affirme qu'elle était en compagnie de deux autres personnes sous le toit de son immeuble. Et ils avaient balancé des blocs de béton sur des membres des forces de l'ordre stationnés dans la rue. À ce moment-là, on entend la voix d'un des hommes présents dans la salle qui dit que l'un des policiers a été grièvement blessé. Elle risque bien évidemment, cette femme, une peine très lourde. Siavosh, juste très brièvement, est-ce qu'Internet est de nouveau actif ou pas? Non, l'Internet est totalement coupé, donc aucun contact avec le monde extérieur. L'une des raisons de cela, c'est que cela permet notamment de localiser, par exemple, ceux qui ont des Starlink ou ceux qui utilisent, par exemple, des téléphones satellitaires. Et donc, comme il y a un blackout total, c'est très facile donc de localiser, par exemple, des gens qui utilisent des Starlink ou des téléphones satellitaires. Et je pense que, d'après les informations que j'ai pu avoir, l'Internet ne reviendra pas de sitôt, en tout cas pas avant la semaine prochaine. Siavosh Ghazi, donc notre correspondant en direct de Téhéran, merci pour toutes ces précisions. Sebide Farsi, ma question est difficile, mais ce mouvement de révolte, pour vous, il a été brisé, en tout cas pour l'instant? Je ne peux pas dire si ça a été brisé, je ne voudrais pas le dire non plus, c'est trop tôt. Il est évident que le pays est en état de siège.
Enfin, Siraj Ghazi le disait, mais je veux dire, moi j'ai d'autres infos aussi. Il y a des forces de l'ordre armées dans les rues. Hein, il n'y a pas que donc les gens ils tirent à balles réelles sur les gens, donc forcément les gens ne sortent plus dans les rues. Mais je veux dire, c'était la stratégie les foyers, des gardiens de la Révolution. Exactement. Qui a été adoptée. Le feu est sous la braise et il suffit qu'il y ait une nouvelle ouverture. Donc je dirais pas que la révolte est brisée. Je dirais que là on est dans une phase de repli puisque c'est normal. Enfin j'ai jamais vu ça. Oui, il y a des milliers, des milliers de morts. Il y a l'ONG Iran Human Rights qui parle d'au moins 3428 manifestants tués. Certains parlent même de 20 000 victimes. Frédéric Arnoux, c'est vrai que ce mouvement il a été inédit sur plusieurs points. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'au départ, parce que l'Iran est assez compliqué à couvrir journalistiquement. Il n'y a pas vraiment de... C'est très compliqué d'aller là-bas voir ce qui se passe, d'autant plus dans un état de crise comme ça. Et au départ, il y a beaucoup de gens qui nous écrivaient en disant « Mais comment ça se fait qu'on ne parle pas de l'Iran ?» Je parle d'ici il y a quelques semaines. Hein. Comment ça se fait que vous dites juste que c'est à cause du coût de la vie? Pourquoi c'est bien plus grand que ça? Et le problème, c'est que nous aussi, on doit faire un travail de vérification sur le terrain. Et quand on n'y est pas, c'est plus compliqué. Alors, on a vu ce mouvement grandir petit à petit, les médias commençant à focaliser davantage leurs efforts là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de confusion, c'est vrai que c'est très compliqué, mais là, quand on voit la répression qui est d'une force quand même assez impressionnante et très inquiétante, évidemment, pour la suite des choses, on voit qu'il y a quelque chose. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que peut faire la communauté internationale par rapport à ça? C'est là la grande question. Il y a eu beaucoup de condamnations, de convocations d'ambassadeurs, même au Canada, puisqu'un ressortissant canadien a été tué. Hein, donc, effectivement... Le Canada exprime sa désapprobation, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est compliqué parce que, par exemple, entre le Canada et l'Iran, en fait, les relations diplomatiques n'existent plus quasiment depuis 2012 maintenant. Donc, c'est très compliqué d'avoir une voix et d'essayer d'apporter un peu une pierre canadienne à l'édifice de la contestation et de voir comment on peut agir. En même temps, le Canada n'est pas non plus un joueur majeur sur la scène internationale et donc on doit un peu se reporter sur ce qui se fait du côté américain, alors qu'on a un pays qui est en roue libre avec quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, justement sur ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire Donald Trump. Oui, Donald Trump. Justement, je vous propose de l'écouter parce que condamner ou agir, effectivement, c'était une question qui est revenue plusieurs fois. Donald Trump a changé d'avis. Là, c'était mercredi. Il prend acte de ce qui se passe en Iran. On l'écoute. Nous avons été informés par des sources de haut niveau qui nous ont dit que les tueries avaient cessé et que les exécutions prévues n'auraient pas lieu. Il devait y en avoir beaucoup aujourd'hui, mais elles n'auront pas lieu. Voilà, c'est très bref. Et semble-t-il, il s'est ravisé sur une éventuelle opération militaire. Moi, je crains surtout que les Iraniens vont être très très déçus par l'attitude de Trump. D'abord, il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir encore une action américaine, mais je n'y crois pas trop. Vous avez vu que les pays du Golfe retiennent la main de Trump, notamment l'Arabie saoudite et aussi le Qatar, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais je pense surtout qu'aujourd'hui, du moment que l'Internet est toujours coupé, ça signifie que le mouvement n'est pas terminé et qu'il se passe encore des choses. Simplement, même si la révolte devait échouer cette fois-ci, ou la révolution devait échouer cette fois-ci, je pense qu'une étape a été franchie. D'abord, la répression a été extraordinairement sanglante. L'ensemble de la population a manifesté, toutes les classes sociales sont descendues dans la rue. Et on entendait mort au dictateur. Mort au dictateur, et on est arrivé à un état de désespérance qui fait que, à mon avis, les jours du régime sont comptés. Malheureusement, on ne sait pas quand exactement. En ce qui concerne M. Trump, on verra dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Je crains effectivement qu'il s'est rallié en fait à la position des États du Golfe. Et justement, on va aller dans la région avec vous, Anthony Samrani. On va voir effectivement c'est ce que vous titrez dans l'Orient le jour, votre journal, le fait que le spectre de la guerre s'éloigne. C'était l'inquiétude, c'est aussi pour ça que les pays du Golfe ont fait pression sur Donald Trump ? C'était effectivement l'inquiétude d'une partie des pays de la région, pas nécessairement des populations dont une partie d'entre elles voyaient d'un très bon œil, au contraire, une possible intervention américaine et encore d'un plus bon œil, une possible chute du régime. Mais les pays du Golfe avaient d'autres calculs. Israël aussi avait d'autres calculs parce qu'on a appris hier que Benjamin Netanyahou également avait appelé Donald Trump pour lui dire de ne pas intervenir hier, notamment parce que l'État hébreu n'était pas prêt à d'éventuelles ripostes de la part des Iraniens. Du côté des pays du Golfe, il y a plusieurs calculs. Le premier, c'est de dire
Ils craignent que les représailles se fassent sur leur territoire, donc qu'ils deviennent le théâtre d'une confrontation irano-américaine. Ils craignent également l'explosion des prix du pétrole avec le possible blocage du détroit d'Ormuz. Ils craignent une possibilité de scénario chaotique en Iran, avec une guerre civile ou avec des éléments armés qui prendraient le contrôle qu'ils ne connaissent pas. Et ils craignent enfin, puisque ce sont tout de même des régimes autoritaires, que l'idée qu'une population puisse renverser son régime un jour s'installe dans la tête de leur population. Si vous voulez, ça ne veut pas dire, tous les pays de la région, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de la chute du régime. Ça veut plutôt dire qu'ils ne sont pas prêts à en payer le prix politique et géopolitique. Sépideh Farsi, on évoquait la déception des Iraniens. Alors c'est vrai que vous vous étiez monté au créneau quand il y a eu la guerre, les frappes américaines en Iran, rappelant qu'il y avait beaucoup de victimes. Est-ce que vous pensez que les Iraniens espéraient cette intervention américaine? Est-ce que vous-même, vous l'espériez? Moi, à titre personnel, je suis contre l'intervention militaire. Mais moi, je suis une personne. Je pense qu'il y a des pans de la société iranienne, pas la majorité, mais une partie de la société, espérer une intervention militaire. Ils espèrent toujours une intervention de l'extérieur, en tout cas pour arrêter le carnage. Extérieur, c'est-à-dire plus international, oui. Les Nations Unies. Les Nations Unies, d'abord, a condamné l'Europe qui se positionnerait. Il y a quand même des leviers, vous voyez, autres que l'intervention militaire. Mais je crois, surtout, ce que je trouve irresponsable, mais au possible, face à un régime sanguinaire comme ça, qui n'attend que des prétextes pour taper sur les gens, leur dire, comme Trump l'a dit, sortez dans la rue, attaquez-vous aux infrastructures du régime, et help is underway. Oui, It's coming. Et voilà. Et ensuite, l'aide va arriver, Reza Pahlavi l'a répété. Et puis ensuite, plus rien. Là, RAS. Et les gens sont en train d'être arrêtés. Vous savez que là, les exécutions, j'entends, ont commencé. Alors que c'était une condition sine qua non de Donald Trump. Même hier, la Maison-Blanche disait on a évité au moins 800 exécutions. Vous nous dites que de toute façon, c'est invérifiable. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas une certaine peur quand même des mollahs, en tout cas une sorte de... Non, pour vous, ils n'ont pas du tout peur de Donald Trump et de frappes éventuelles? Non, je pense qu'ils ne reculeront pas et qu'ils n'ont absolument aucune crainte. Ça ne veut pas dire reculer. D'autant plus qu'ils savent qu'ils ne sont plus du tout soutenus et que le régime est condamné. Donc ils sont d'autant plus durs. Donc je ne crois absolument pas... Alors ils sont soutenus quand même par la Russie et par la Chine. Vladimir Poutine a appelé aujourd'hui le président iranien... La Russie est occupée sur d'autres terrains et il n'y a pas grand-chose à espérer de la Russie, ni de la Chine d'ailleurs. J'aimerais aussi ajouter le rôle de la Turquie, qui évidemment voit d'un mauvais œil si les Kurdes réussissaient à avoir une certaine autonomie en Iran et qui donc s'oppose à un changement de régime actuellement. Je voulais juste donner une info qui me semble importante. C'est quasi vérifié, ça circule beaucoup en tout cas. Javad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères iranien, et Hassan Rouhani, l'ancien président, seraient arrêtés et en résidence surveillée ou arrêtés tout court. C'est très important. Encore un signe de fébrilité du régime. Bah oui. Et Rouhani, c'est l'un de ceux qu'on citait en cas de décapitation du régime, c'est-à-dire élimination de Khamenei, à mettre en place par Trump. Donc, s'il est pris, et Zarif avait été aussi... Enfin, il y avait des rumeurs comme quoi il allait basculer côté Pahlavi. Donc, ces deux hommes, comme par hasard, on parle d'une arrestation potentielle. C'est pour ça que l'information est très importante et c'est pour ça que le fait qu'Internet soit coupé joue un rôle essentiel. Évidemment. Parce que Trump peut dire effectivement qu'il n'y a plus de massacre, qu'il n'y a plus de condamnation. Mais c'est invérifiable. Mais c'est invérifiable. Mais au moment où cela va sortir, il sera obligé d'en prendre compte. Et ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment le régime des mollahs a mis au point un système assez sophistiqué pour avoir ce brouillage sur tout un pays qui est quand même extrêmement grand. Et donc, ils ont dû anticiper tout ça, Frédéric Arnoux. Oui, effectivement, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait les États-Unis qui disaient on devrait peut-être fournir justement via Starlink, là, le fameux réseau par satellite d'Elon Musk, peut-être justement aider ces gens-là à pouvoir avoir des signaux pour savoir ce qui se passe en dehors du monde. Mais pour revenir, tout à l'heure, on parlait que fait l'Union européenne, que fait les Nations Unies. Pour les Européens. En fait, qu'est-ce qu'elles peuvent faire à part dire on va faire une résolution, voilà, on dénonce, etc. Et après. Et c'est un peu ça le drame en fait de la population iranienne, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire après, sinon des mots, des déclarations? Et Donald Trump, il s'était positionné au départ, mais fondamentalement,
en regardant ça de façon très pragmatique, qu'est-ce qu'il aurait à gagner justement à avoir une action plus musclée, militaire, envoyer quelques missiles, etc. Je pense que les changements de régime qui ont été en quelque sorte parfois orchestrés ou aidés par l'international, par la force, ça n'a jamais donné grand-chose de positif. Il a quand même fait sur le Venezuela, alors oui, mais ça, c'est pas les mêmes enjeux, mais il y a quand même... Là, voilà, bon, c'est sûr qu'il y a du pétrole aussi en Iran, mais c'est peut-être plus facile d'aller le chercher au Venezuela. Quand on parle de soutien de l'extérieur, moi je ne parle pas d'un régime ou de quelqu'un qui serait apporté de l'étranger. C'est soutenir le peuple iranien dans sa lutte pour que ça aboutisse. Ne serait-ce que mettre le corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes depuis chose qu'on demande depuis longtemps. Et la dernière fois, pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, M. Borrell nous a dit impossible. On est allé quasi jusqu'au bout et puis finalement, ça n'a pas été possible. Pourquoi ça n'a pas été possible? C'est quand même, c'est pas le régime des mollahs, c'est le régime des mollahs conjointement avec les gardiens de la révolution qui est une junte militaire qui tient le pays. Donc c'est très très important de ne pas faire commerce avec ces gens-là. Les Européens font aussi commerce avec le régime des mollahs, et ce qui pose peut-être des questions aussi de positionnement. À un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut un Iran démocratique et stable, il faut peut-être à un moment donné faire un peu moins de business et penser vraiment à la démocratie. Cette fameuse axe de trafic de drogue dont on parle tant, qui passe par l'Iran, le Liban et puis jusqu'au Venezuela, qui est-ce qui le tient ? Côté iranien, c'est les gardiens de la révolution. Alors, on va justement aller voir Anthony Samrani, qui est toujours avec nous en direct de Beyrouth. Effectivement, là, on rappelle les liens, puis il y a le lien très fort avec le Hezbollah, évidemment. Donc, comment tout ça est perçu? Vous nous expliquez que, bon, c'était quand même attendu, en tout cas espéré par une partie de la population, cette chute des mollahs. Chez les anti-Hezbollah, c'est sûr, parce qu'il y a un lien organique qui unit la République islamique et le mouvement chiite, et une éventuelle chute du régime iranien affaiblirait encore plus le Hezbollah et le condamnerait quelque part soit à disparaître, soit à se réinventer. Au contraire, du côté du Hezbollah et de ses partisans, c'était une crainte énorme, un nouveau coup extrêmement dur. Plus généralement, j'aimerais rebondir sur la question de l'intervention, parce que je pense que c'est un débat très complexe et par rapport auquel on ne peut pas donner malheureusement aujourd'hui de réponse évidente. C'est-à-dire qu'à la fois l'interventionnisme a montré toutes ses limites dans le passé, que ce soit en Irak, en Afghanistan, en Libye, etc., etc. Et en même temps, on a été confronté à plusieurs cas, je pense notamment au cas syrien et d'autres, et aujourd'hui au cas iranien, où malheureusement des populations se retrouvent face à des régimes ultra répressifs, avec un appareil militaire qui tient en place. Et dans ce cas-là, en l'absence d'opposition armée et structurée en interne, et en l'absence d'intervention extérieure, le plus souvent, ces mouvements populaires légitimes sont tués dans l'œuf. Donc, il est très difficile aujourd'hui de trouver un équilibre. Je pense que le régime iranien a peur. Je pense que le régime iranien a fait des appels au secours, mais ce n'est pas parce qu'il a peur qu'il va nécessairement céder sur l'essentiel. Et l'essentiel, là aussi, malheureusement, les Iraniens ne sont pas dans les équations géopolitiques, puisque l'essentiel, tant du point de vue des États-Unis que des pays de la région, ce sont deux sujets, à savoir le nucléaire d'une part, et la politique régionale, donc missiles balistiques et milices inféodées à l'Iran dans la région. Alors on va écouter justement l'ayatollah Ali Khamenei, un guide suprême iranien. Il était implacable, c'était le week-end dernier. Chacun sait que la République islamique est arrivée au pouvoir grâce au sang de centaines de milliers de personnes honorables et que la République islamique ne reculera pas face aux saboteurs. Et la République islamique l'a prouvé, un saboteur terroriste. On a vu ces images dans les morts. Il y a encore, c'est parcellaire. Mais il y a une mise en scène aussi du régime iranien pour faire peur. Je pense que oui. Alors, le massacre est réel et c'est un vrai carnage. Et en même temps, le régime laisse filtrer aussi, effectivement, fuiter les images pour faire peur. J'ai entendu que dans les derniers jours, à partir du week-end, ils ne lavaient plus le sang dans les rues pour que les gens voient le sang couler, qu'ils aient peur. Il y a eu
des exécutions sommaires dans la rue, autant que dans les hôpitaux. J'en ai eu à Rasht, j'ai eu deux témoignages qui parlaient, j'ai pas d'image malheureusement, on cherche, ça a circulé, je cherche, mais c'est-à-dire ils entraient dans les hôpitaux, ils achevaient à balles les blessés. Et puis en plus, si j'ai bien compris, il faut payer pour récupérer la dépouille de ses proches, donc c'est vraiment pourtant, tout un les système. gens crient à Bar Khamenei quand ils récupèrent le corps, quand ils passent. J'ai vu des images. Oui, et j'ai vu, il y a des funérailles, on va les voir et on entend en arrière, c'est traduit et il y a ça scande à Bar Khamenei, à bas courageux pour celui qui est mort ou celle qui est Mais morte. après, comme disait Anthony Savrani, comment faire pour faire face, c'est-à-dire s'organiser, comme on l'a dit, les limites de l'Union européenne, des Européens. La communauté européenne a péché par absence depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû être là. Ce projet de net national qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran peut être coupé de l'Internet, donc mondial, mais avoir le net national qui fonctionne, ça fait 12-13 ans que c'est en place, que ça a été mis en place. Et puis, à partir de 2011, je crois, après 2009, ils ont eu quand même une secousse forte et ils se sont dit, allez, on va le lancer. Depuis 2011, on entend, 2010-2011, on entend ce projet qui avance. Et là, maintenant, c'est effectif, opérationnel. Il y a plein de choses qu'on aurait pu demander. La communauté internationale s'est focalisée quasi uniquement sur le nucléaire. Et c'est très dommage, parce que c'est pas quand on est en train de mourir qu'il faut venir avec des vitamines. Il aurait fallu le faire depuis longtemps. Donc plus de sanctions économiques, par exemple. Et à propos du nucléaire, il n'est pas impossible que l'administration américaine est en train de discuter avec les Iraniens sur la question du nucléaire. Effectivement, l'humanité titrait, est-ce qu'il y a eu un deal entre l'Iran et Donald Trump? Vous pensez que c'est une piste possible? Oui, Trump n'est pas dans un processus d'établissement ou d'aider à la démocratie en Iran. Il ne l'a pas fait au Venezuela, il ne le fera pas en Iran, c'est sûr. Pour revenir sur l'Europe, c'est que les Iraniens sont abandonnés. L'Europe ne se vit pas comme une puissance, on le voit dans un certain nombre de dossiers. Peut-être qu'ils se mobiliseront sur le Groenland en envoyant 3 ou 4 soldats, mais ça n'est pas le cas. On remarque aussi que la société civile ne se mobilise pas suffisamment en Europe devant ces massacres. On pourrait s'attendre à des manifestations monstres. D'une manière générale en Europe et ailleurs. Et ce n'est pas le cas. Vous appelez d'ailleurs à manifester en France, à Paris. Il y a une manifestation demain samedi, demain dimanche. Frédéric Arnoux, effectivement, est-ce que ça passe par l'opinion publique, comme le dit André ? Ça aide, je pense. C'est sûr qu'il faut mobiliser de plus en plus si on veut faire avancer cette cause-là. Après, où est la véritable volonté aussi? C'est pas facile non plus de mobiliser les gens. Tout le monde a d'autres choses. Et c'est vrai que ça se passe loin aussi. Maintenant, ça va être quoi la suite des choses? Là, il y a le fils du Shah d'Iran, évidemment, qui s'est exprimé. Positionné, mais après... En disant, c'est pas une question de si le régime des Mollahs va tomber, mais plutôt quand. Est-ce que c'est la meilleure personne aussi qui serait pour la suite des choses, comment il serait installé? Ça aussi, il y a plein de questionnements là-dedans. Je veux dire, on retourne un peu dans la monarchie d'avant la révolution islamique. Oui. Est-ce que quelqu'un en plus qui est exilé depuis 45 ans et plus, donc est-ce que c'est la personne la plus... est-ce que c'est la meilleure solution de rechange? Donc là, il y a énormément de points d'interrogation là-dessus. Beaucoup de points d'interrogation, mais merci infiniment. On y reviendra évidemment dans 64 minutes. Je pense qu'il y a un leadership de l'intérieur qu'il faut chercher dans les prisons, dans la prison des villes et des femmes et des femmes. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir participé donc à Allons-y Franco, c'est la fin de 64